Que se passe-t-il? Donald Trump, il y a quelques instants, a déclaré que l'Iran n'a pas d'autre choix que d'aller à Islamabad. Alors, quel est l'état d'esprit des Iraniens en ce moment? Parce qu'hier, J.D. Vance nous a dit qu'il était en route pour Islamabad, puis il a précisé qu'il n'était pas encore parti. Qu'est-ce qui se passe exactement? Est-ce qu'ils attendent que l'Iran décide s'il veut y aller ou pas? Quelle est la position de l'Iran? Eh bien, personne ne devrait perdre son temps à écouter les agences de presse occidentales citer des sources iraniennes anonymes ou des médias liés au Mossad comme Iran International ou tout autre canal qui parle au nom du régime israélien ou de la classe Epstein. Les Iraniens ne vont nulle part et aucune délégation n'est en préparation. Il n'y a aucune discussion sur un quelconque déplacement. Et tant que les États-Unis ne changent pas de politique, les choses resteront ainsi. L'Iran n'a pas peur. L'armée iranienne s'est préparée à la guerre. Et si les Américains tentent de commettre des crimes contre l'humanité, si des pilotes américains visent des infrastructures iraniennes essentielles, bien sûr, ce sont tous des criminels de guerre. Ils le sont déjà, mais leurs crimes ne feront qu'augmenter. Les pilotes sionistes, bien sûr, sont par nature des criminels, donc inutile d'en parler. Ils prennent plaisir à tuer des enfants. Mais si les Américains et le régime israélien frappent des cibles stratégiques, l'Iran fera de même. Et l'Iran dispose de capacités qu'il n'a pas encore révélées. Les infrastructures essentielles du régime israélien seront détruites, et celles des régimes du Golfe Persique le seront aussi. Ces régimes, sans eux, il n'y aurait pas de guerre. Les Américains ne pourraient pas faire la guerre à l'Iran sans les Émirats, sans l'Arabie saoudite, le Koweït, le Qatar et Bahreïn. Alors ils en paieront les conséquences. Et mon conseil, c'est que tout le monde parte dès maintenant. Parce que, comme vous le savez, si Trump met ses menaces à exécution concernant les infrastructures critiques dans le but de tuer des enfants, parce que quand on perd l'électricité, quand on perd des infrastructures essentielles, eh bien, des gens meurent dans les hôpitaux et toutes sortes de choses horribles se produisent. Alors l'Iran devra riposter. D'autant plus que les États-Unis s'appuient sur ces régimes du Golfe Persique. Donc, puisque les États-Unis utilisent ces régimes et que la météo va devenir très chaude et très humide dans le Golfe Persique dans les semaines à venir, je pense qu'il vaut mieux que les gens partent maintenant, qu'ils traversent le désert et qu'ils aillent, je suppose, en Irak ou peut-être même au Yémen. Ou peut-être, je ne sais pas, je ne vois pas vraiment d'autres endroits où les gens pourraient aller. Mais je pense que peut-être Oman. Par contre, je ne sais pas quelle capacité, quelle infrastructure Oman a pour accueillir des gens. En tout cas, les gens devraient partir. Et les marins, ceux qui sont sur les navires dans le Golfe Persique, ils devraient se préparer à évacuer leurs bateaux. Parce que si la situation dégénère, ces navires ne tiendront pas, surtout si la guerre s'étend. Les bateaux les plus proches du détroit d'Ormuz seront visés et détruits. Il vaut mieux que tous les marins se préparent dès maintenant à une évacuation. Souviens-toi, Nima, l'Iran ne veut pas de cette guerre. L'Iran n'a pas commencé cette guerre. L'Iran n'a jamais cherché à l'aggraver pendant le conflit. Et si tu regardes le nombre de victimes dans la région du Golfe Persique, dans ces dictatures familiales arabes, seules quelques personnes ont perdu la vie. Mais en Iran, il y en a eu bien plus de 3000. Pourquoi? Parce que les Américains et les Israéliens visent les civils. Ils frappent des gens dans leurs magasins, sur les routes, chez eux, sur leur lieu de travail. Quand ils visent quelqu'un, une personne en particulier, ils le frappent avec sa famille, ses enfants, ses petits-enfants. Bien sûr, les États-Unis ont aussi visé des écoliers dans une école primaire, sans jamais présenter d'excuses, sans jamais exprimer le moindre remords.
C'est un régime barbare. L'Iran, lui, fait tout pour ne pas blesser de civils. Iran takes care not to hurt civilians. Despite the massive destruction that was brought about in the Persian Gulf. Malgré l'ampleur des destructions dans le golfe Persique, on a vu que très peu de personnes de l'autre côté ont perdu la vie. C'est pour ça que je pense qu'il faut évacuer immédiatement, parce qu'on ne veut pas que des gens meurent. Mais les infrastructures pétrolières et gazières, à mon avis, sont complètement détruites. L'électricité aussi. Tout sera anéanti si Trump met sa menace à exécution. Et alors, on se dirigera vers une dépression économique mondiale. Il n'y aura plus de pétrole, plus de gaz, plus d'hélium, plus d'engrais, plus rien venant de la région du Golfe Persique pendant des années, surtout pour les alliés des États-Unis. C'est donc la responsabilité de Trump. Il ne faut pas oublier que les sionistes, Netanyahou, le régime israélien, poussent les États-Unis à agir ainsi. Et bien sûr, Trump leur obéit, pour une raison ou une autre. Ce sont eux les responsables. Ils sont responsables de ce qui se passe aujourd'hui et de ce qui va se passer à partir de maintenant. Pourquoi l'Iran ne considère-t-il pas que ce soit une bonne option d'aller à Islamabad? Quels sont, selon Téhéran, les principaux obstacles de son point de vue dans cette situation? Eh bien, c'est évident qu'il y a un cessez-le-feu. Nous avions un accord avec les États-Unis et ce sont les États-Unis qui violent ce cessez-le-feu en imposant un blocus sur les ports iraniens du Golfe Persique. C'est inacceptable. C'est une violation. Donc, dans ces conditions, nous ne pouvons pas négocier. Et si les Américains commencent aussi à saisir des navires iraniens, ce qu'ils font déjà, ça rend les choses encore plus impossibles. Ils devraient aussi se rappeler que nous avons un très grand nombre de navires dans le Golfe Persique. Et tous ceux qui ne seront pas détruits, les Iraniens les prendront comme compensation. Les Américains n'ont pas de bonnes options. Aucune. Ils n'ont pas de carte en main. Ce n'est pas qu'ils en ont peu. Ils n'en ont aucune. Et plus les États-Unis s'engageront dans des combats contre l'Iran, plus la situation empirera pour eux. Et tout le monde, partout dans le monde, devrait reconnaître que c'est le fait de Netanyahou, du sionisme et de Trump. Si des gens en Argentine subissent les conséquences, ils savent très bien qui blâmer. Partout dans le monde, les gens devraient savoir, sauront et savent déjà qui est responsable de cette catastrophe grandissante. Et nous n'en sommes qu'au début. Ce n'est que la partie émergée de l'iceberg. La vraie misère, malheureusement, est encore à venir. Pour l'instant, on ne voit que la hausse des prix et les premiers signes de pénurie. Mais dans les jours à venir, la situation va nettement s'aggraver. Et d'ici 3 ou 4 semaines, les gens commenceront à comprendre qu'il s'agit bel et bien d'une véritable catastrophe. Professeur Marandi, cet acte de, vous savez, prendre le contrôle de navires commerciaux iraniens, essentiellement des navires commerciaux, comme vous l'avez mentionné, viole le cessez-le-feu entre les deux parties. Pensez-vous que l'une des principales raisons pour lesquelles Donald Trump, ou plutôt l'administration Trump, se permet d'agir aussi près des côtes iraniennes, c'est justement à cause de ce cessez-le-feu? Et comment l'Iran perçoit-il cela? Quand ce cessez-le-feu prendra fin, ce qui devrait arriver bientôt, quelle sera la réaction de l'Iran face à ce qui s'est passé jusqu'à présent? Eh bien, Nima, d'abord, les Iraniens, tu as raison. Les Iraniens, à cause du cessez-le-feu, ont permis aux États-Unis, à la marine américaine et à l'armée de l'air américaine d'avoir plus de liberté de mouvement. Mais l'Iran possède des armes qui n'ont pas encore été utilisées. Certaines ne l'ont pas été parce que les Iraniens ne voulaient pas d'escalade, ils ne voulaient pas aller plus loin. Mais après les menaces que Trump a proférées, parlant pratiquement d'extermination de la nation iranienne, je pense que cela veut dire que l'Iran utilisera des systèmes d'armes qu'il n'a encore jamais employés. Et je pense que les navires américains,
tous les moyens américains, ainsi que les moyens israéliens, seront plus vulnérables qu'avant. They will be more vulnerable than before. Je pense que l'un des points principaux, l'un des arguments majeurs du côté iranien, c'est ce qu'a dit le président du Parlement iranien, Mohammad Bagher Ghalibaf, qui était aussi le chef de la délégation lors du premier round de négociations. Il a affirmé que l'Iran, pendant la guerre, avait considérablement amélioré son système de défense aérienne. Et on l'a bien vu dans les derniers jours, avant l'entrée en vigueur du cessez-le-feu. Alors, qu'est-ce que c'était exactement? Qu'est-ce qu'on peut en dire? De quelle manière l'Iran a-t-il pu y parvenir? Est-ce que c'était un développement purement national ou bien une forme de coopération? Qu'est-ce qu'on sait à ce sujet? Iran's capabilities Les capacités de l'Iran sont entièrement préservées parce que ses usines, ainsi que ses centres de recherche et de développement, sont profondément enfouis sous terre. Et beaucoup de ces bases de missiles n'ont même pas encore été mises en service. haven't even been opened up for business yet. Elles n'ont pas été Stinibor. The majority of Iran's missile bases have not La majorité des bases de missiles iraniennes n'ont même pas été utilisées. L'Iran a, je crois qu'on en a déjà parlé, l'Iran a utilisé une série de bases de missiles depuis le tout début, parce qu'il ne veut pas que le régime américain ni celui de Netanyahou en sache trop sur les autres bases. Donc, ces bases navales souterraines, intactes, la plupart de ces bases de missiles intactes, ces centres de recherche et de développement intacts, ces usines pour fabriquer des missiles et d'autres armes de haute technologie intactes aussi. L'Iran est donc aujourd'hui plus près qu'il ne l'était auparavant. Et les Américains peuvent continuer à dire qu'il manque de missiles et de drones. C'est ce qu'ils répétaient pendant 40 jours. Et comme on s'en souvient tous, pendant les 2 dernières semaines de cette guerre de 40 jours, les Iraniens frappaient de plus en plus fort. Ce n'est pas une guerre que les Américains peuvent gagner. This is not a war that the Americans can win. And if there is a ground offensive, have no doubt. Et s'il y a une offensive terrestre, je n'ai aucun doute que les Iraniens les laisseront entrer. Et là, ils commenceront à les frapper, encore et encore, semaine après semaine, jusqu'à les forcer à une retraite humiliante. L'Iran ne va pas défendre chaque mètre de son territoire à tout prix. Ce que veut l'Iran, c'est qu'ils entrent dans le pays, qu'ils s'y engagent et ensuite qu'ils les déchirent de l'intérieur. Souvenez-vous, on en a déjà parlé. L'Iran n'aime pas la guerre. L'Iran ne veut pas la guerre. Mais quand la guerre a commencé, je vous ai dit que les Iraniens voulaient qu'elle dure longtemps. Pourquoi? Parce qu'ils ne veulent pas que ça se reproduise. Ils veulent en finir une bonne fois pour toutes. À la fin de cette guerre, les Iraniens veulent s'assurer qu'aucun pays, jamais, ne songe à attaquer l'Iran à nouveau. Et c'est exactement ce qu'ils avaient prévu. Ils ont préparé cette guerre depuis des décennies. Et tout ce qu'on disait il y a des années, tout s'est révélé vrai. Mais encore une fois, dans leur arrogance, l'Occident, les Américains, leurs médias font comme si tout ça allait être facile. Ce sera impossible. Et quand ils lanceront leurs attaques, on verra encore des images diffusées par le gouvernement américain montrant toutes sortes de missiles détruits, de défense aérienne détruite, de tunnels détruits. Ils montreront peut-être qu'ils ont pris telle ou telle île, et ils présenteront ça comme une victoire, exactement comme pendant la guerre des 12 jours. C'est ce qu'ils avaient fait, comme pendant la guerre du Ramadan, la guerre qu'on vient de vivre, et dont on termine à peine le cessez-le-feu d'après-guerre. Pendant ces 2 guerres, les médias occidentaux ont fait semblant, même ceux qui étaient opposés à Trump, que leurs troupes s'en sortaient très bien. Mais avec le temps, on a vu que c'était de la propagande. En réalité, ils ne s'en sortaient pas bien du tout.
Leur position dans le golfe Persique était détruite, et le régime israélien, pendant 40 jours et 40 nuits, a été frappé sans relâche. Quant aux supplétifs américains dans le golfe Persique, qui font partie, comme vous le savez, de cette coalition dite d'Epstein, certains plus sinistres que d'autres, mais tous sinistres. Ces régimes ont subi de lourdes pertes. Mais les représailles à venir seront d'un tout autre niveau, partout, que ce soit en Palestine occupée ou dans les futures guerres de la région du golfe Persique. Professeur Marandi, comme il y a en ce moment énormément de désinformation et de fausses informations dans les médias traditionnels, surtout sur X, qui semblent complètement sous occupation sioniste. Voilà ce que Donald Trump a publié sur X. Il a simplement repartagé un type qui affirme que la République islamique se prépare à pendre 8 femmes. Et Donald Trump ajoute qu'il demande, qu'il négocie, qu'il va bientôt négocier avec les Iraniens et qu'il va leur demander de libérer ces femmes. Qu'est-ce qui se passe? À chaque fois, on dirait qu'ils essaient de créer des vagues contre vous, de mettre une pression psychologique sur les gens qui vous suivent. En gros, Donald Trump essaye de faire passer un message. Mais lequel? Est-ce qu'il y a la moindre réalité derrière ce genre d'informations qui circulent en ce moment? Non, bien sûr que non. C'est absurde. Mais ceux qui ont tué des gens pendant les émeutes, ceux qui ont assassiné des personnes, elles risquent la peine de mort. Mais cette histoire de 8 femmes, c'est une fausse nouvelle. En gros, c'est fait pour créer du soutien à l'idée de tuer des milliers d'Iraniens. Et les journalistes occidentaux vont aider, parce que c'est comme ça qu'ils sont. C'est un peu comme Piers Morgan. J'étais avec lui hier, et je pense que vos téléspectateurs devraient regarder tout l'échange. C'était vraiment intéressant. Il a refusé de dire qu'il considère l'ethno-suprémacisme comme illégitime. Il a refusé de le dire 3 fois. Et là aussi, j'ai montré que, encore une fois, il reprenait cette idée selon laquelle des milliers de manifestants pacifiques auraient été abattus par la police. Tout ça, c'est un récit répété par des gens mal intentionnés et par des idiots utiles. Les idiots utiles, certains d'entre eux que je critique en ligne, comme ces gauchistes, ces gens qui se prétendent un peu dans l'opposition, mais qui répètent en grande partie le récit occidental quand il s'agit de l'Iran. Je lui ai dit, comment se fait-il que Trump lui-même ait reconnu qu'il leur envoyait des armes? Et si c'était vraiment des manifestations spontanées, avec des protestataires pacifiques, à qui aurait-il envoyé ces armes? Comment sait-il qu'ils savent s'en servir? Comment sait-il même qui ils sont? C'est évident que tout ça, ce sont des réseaux de terroristes, et que c'était un soulèvement armé lancé par les services de renseignement américains et israéliens. Ils sont responsables de la mort de dizaines de milliers de personnes. C'est faux. C'était juste un chiffre inventé pour créer une émotion, pour justifier le massacre des écolières qu'ils ont commis. Les mêmes journalistes qui prétendent qu'en Iran on tue des femmes innocentes, qu'il y a 8 morts, ou je ne sais combien, ou que des milliers d'Iraniens ont été abattus, ce sont ces mêmes gens qui ne diront pas un mot sur les 168 petites filles massacrées à Minam. Donc tout ce qu'ils racontent, c'est faux. C'est de la propagande. Mais aujourd'hui, beaucoup de gens voient clair là-dedans, et ça ne marche plus. J'ai dit à Piers Morgan que si ces manifestations étaient vraiment spontanées, alors à qui il envoie les armes? Et comment il sait qu'ils savent même s'en servir? C'est évident, ça saute aux yeux. Des idiots utiles ont contribué à justifier, enfin, il n'y avait aucune justification, mais à créer une sorte d'aura de légitimité autour de l'agression contre l'Iran. Et c'est exactement ce qu'ils essaient de faire aujourd'hui. À chaque fois qu'ils veulent faire pression sur l'Iran, ils inventent quelque chose. Demain, par exemple, il pourrait y avoir une opération sous faux drapeau.
Peut-être qu'aux États-Unis, on verra une attaque contre une synagogue et je ne sais pas, quelques personnes seront tuées. Et ensuite, on montrera des photos de l'ayatollah Khamenei ou de quelqu'un d'autre, un peu comme le passeport qu'on avait soi-disant retrouvé à New York le 11 septembre, ce genre de choses. Donc, je ne prendrai rien de tout ça au sérieux. C'est clair comme de l'eau de roche. Ils sont simplement en train de préparer le terrain pour une agression. Exactement comme on l'a vu il y a quelques jours avec Trump, qui disait que les Iraniens avaient accepté ceci, cela et encore ceci. Pourquoi disait-il ça? À mon avis, il le disait pour pouvoir plus tard affirmer qu'ils avaient promis de faire tout ça, mais qu'ils ne l'ont pas fait, qu'ils n'ont pas tenu parole, donc il va falloir les bombarder. C'est comme ça que fonctionnent les États-Unis. Et souvenez-vous, la classe Epstein, quand il s'agit du sionisme et de l'Empire, ils sont tous d'accord. Ils détestent Trump, mais ils adoreraient voir le peuple iranien détruit. C'est pour ça que, depuis des semaines, Trump répète qu'il va anéantir l'Iran, qu'il va ramener l'Iran à l'âge de pierre. Et plus récemment, il a même dit qu'il allait effacer une civilisation. Est-ce que vous avez entendu un seul de ces grands journalistes occidentaux, avec des millions, des centaines de milliers, ou même des dizaines de milliers d'abonnés, exprimer la moindre indignation? Tu as vu des gros titres, des titres qui crient dans The Guardian ou le New York Times, du genre « Ce sont des crimes contre l'humanité, il doit être renversé » ou « Il doit être écarté » ou encore « Il doit être démis de ses fonctions ». Non, bien sûr que non, parce qu'ils sont tous pareils. Il n'y a pas de vraie différence. D'ailleurs, ils suppriment beaucoup de comptes iraniens sur Twitter. Mon compte Facebook et mon compte Instagram ont été supprimés il y a longtemps. Donc il ne me reste qu'un compte Twitter et une petite chaîne Telegram que tu peux trouver sur mon compte Twitter. Je m'attends, vu la tournure des choses, à ce que mon compte Twitter soit bientôt supprimé aussi. Alors si quelqu'un veut rejoindre ma chaîne Telegram, elle est encore là pour le moment. Tu peux la trouver sur mon compte Twitter.